La récupération, maintenant, on a fini pour le renforcement, on a vu le gainage, et puis les méthodes, on va dire, d'effort express. Alors oui, il n'y a pas de renforcement avec de la musculation ou avec de l'extrostimulation pendant, pendant les périodes de PMA. Je vous l'ai dit, le but, c'est de ne pas fatiguer votre organisme. Par contre, on va apporter une grande importance à la récupération pendant la période de PMA. Pourquoi? Pour pouvoir faire vos séances de PMA comme des courses à plein potentiel. D'accord? Donc la récupération, elle est essentielle à la qualité de produire des efforts en PMA intéressants. Sinon, il vaut mieux pas faire d'entraînement en PMA. C'est très important à préparer. Ça permet de préparer son protocole juste avant une course pour récupérer. Je vous invite à le noter sur un cahier, vos meilleures méthodes de récupération. Il y a des gens pour qui les massages, ça marche très bien. Il y en a pour d'autres, pas du tout. Il y a des gens qui sont très sensibles à l'alimentation, l'hydratation, d'autres moins. D'autres, ça va être l'électrostimulation, les chaussettes de compression. Qu'est-ce que vous en faites un jour avant, 2 jours avant? Si vous le faites 2 jours avant, ça a un gros effet. 3 jours avant, ça n'en a pas. Vous voyez, donc, je vous invite à noter précisément ce que vous faites et ça va vous servir le jour de la course. C'est basé sur 4 piliers. Les 4 piliers de la récupération, classiquement, c'est l'alimentation, l'hydratation, le sommeil et la récupération active et passive. Comme ça, on est à 4, la récupération active et passive. Donc, on va rapidement voir ces différents éléments. Au niveau de l'alimentation, je ne vais pas vous faire un gros cours sur l'alimentation, mais les grands standards, c'est quoi? C'est d'abord, sachez qu'après votre séance intensive, soit une grosse séance d'endurance, soit une séance de PMA, d'accord? Les séances de récupération, c'est pas la peine, mais vous avez 45 minutes après l'effort qui sont essentielles parce que là, l'organisme va absorber tout ce que vous lui donnez et il a besoin d'absorber certaines choses en précision. Donc, d'abord, une recharge importante au niveau glucides et protéines. On appelle ça souvent la fenêtre glucidique, d'accord? C'est-à-dire que là, vous pouvez manger à peu près n'importe quoi au niveau des glucides, votre corps va le mettre en stockage dans vos muscles et dans votre foie et pas en gras. Donc, je dirais c'est le moment de se faire plaisir. Vous pouvez manger n'importe quoi en termes de glucides. Je dis bien de glucides. D'accord? Là, dans cette période, il faut éviter les lipides, tout ce qui est gras. Mais les sucreries plaisir, les légumineuses, les pâtes, les riz, les gâteaux, les bonbons, il n'y a aucun problème. D'accord? Même, on verra dans l'hydratation, mais même dans cette période-là, les boissons gazeuses, les coca, la bière, etc., ben oui, il faut faire une recharge glucidique. C'est idéal. Vous pouvez manger des œufs, du poisson, des protéines végétales, du tofu, des légumineuses, encore une fois. Évitez les boissons protéinées qu'on trouve dans les magasins de sport, car elles sont acidifiantes. Préférez des aliments naturels qui n'acidifient pas votre corps. Après ces 45 minutes, donc de 1 à 8 heures, l'organisme là a besoin de se recharger dans une alimentation peu grasse et peu sucrée. Sucrée au terme de goût sucré, d'accord? Donc là, il faut éviter les excès parce que là, vous allez sûrement les stocker en gras. Par contre, c'est le moment de recharger en vitamines, en minéraux, avec des fruits secs. Et vous savez que je suis un gros adepte de la spiruline, qui est extrêmement riche en protéines végétales notamment, et de haute qualité. En antioxydants, les fruits et les légumes verts. La recharge glucidique, donc j'ai bien dit la glucidique et pas sucrée, donc les légumineuses, des céréales complètes, du pain complet, du riz complet, des pâtes complètes, il n'y a aucun problème, des pâtes au quinoa, des lentilles, tout ce que vous voulez. Là, ça c'est idéal, d'accord, pour ça. Mangez-en, je dirais presque autant que vous voulez, pour éviter de manger des sucreries dans cette période-là. Au niveau de l'hydratation, les bases c'est quoi? On retrouve la phase de 45 minutes après l'effort. Et là, la grosse erreur, c'est que le but, c'est pas tant de s'hydrater que de éliminer. Pendant cette phase-là, vous devez d'abord éliminer les toxines, d'accord? Donc comment? En prenant des boissons qui ont un effet diurétique. Autrement dit, des boissons hypertoniques. Le coca, la bière, le thé vert qui a une version diurétique très forte, d'accord? Des boissons sucrées hypertoniques qu'on trouve dans les magasins de sport. Quand vous allez prendre ça, ça va recharger en sucre, d'accord? Le coca, la bière, etc.
mais aussi ça va éliminer les toxines et les déchets que vous avez. Pendant ces 45 minutes, ce que vous devez boire, c'est pas de l'eau, c'est des boissons qui vont avoir un effet diurétique pour éliminer et éventuellement recharger, soit en sucre, mais en hydratation, vous allez peu vous recharger. Il ne faut pas se déshydrater, bien sûr, mais vous allez voir que ça va vous faire éliminer. Ensuite, après, de 1h à 8h, là par contre, il va falloir se réhydrater. Donc vraiment, on a une recharge hydrique qui est très importante. Là, je vous propose de programmer 60 ml d'eau à l'heure pendant 1 à 2 fois votre temps d'entraînement, votre temps d'effort. Donc si vous avez fait un entraînement de 1 heure, au moins pendant 2 heures, vous prenez 60 ml d'eau. Vous prenez le temps d'entraînement total. Même si vous me dites, Nicolas, j'ai fait une sortie de 2 heures, mais j'ai fait que 30 minutes de PMA, pendant 2 heures, 2 heures, donc 1 à 2 fois, ça peut être de 2 à 4 heures, jusqu'à vous sentez vous êtes complètement réhydraté, vous n'avez plus la langue sec, la bouche sec, de petits creux dans l'estomac, de fatigue, etc. Donc là, vous buvez 60 ml. Pourquoi pas plus de 60 ml? Parce qu'on se rend compte que en conditions normales, après un entraînement où on est là, eh bien, on n'intègre, on n'assimile que 60 ml d'eau pure, d'accord? Et le reste, on ne l'assimile pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit boire? On doit boire de l'eau pure, ou éventuellement, si on veut se recharger un peu en sucre et en minéraux, des boissons isotoniques qui contiennent du sucre et des minéraux, mais qui sont isotoniques. D'accord? Donc, regardez bien les boissons de récupération, qu'elles soient isotoniques. Ça veut dire en fait qu'elles ont la même concentration que le sang et que donc le sang va l'assimiler. Si elle est hypertonique, plus concentrée en sucre, en minéraux que le sang, qu'est-ce qui va se passer? Ça va éliminer l'eau du sang et donc vous allez vous déshydrater. C'est pas ce qu'on cherche dans ces périodes-là. Pardon, sur l'hydratation, une chose qui est importante, vous savez que vous êtes réhydraté. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des signes au niveau de la langue, au niveau des sensations, au niveau du ventre, etc. Mais le bon indicateur, c'est la couleur des urines. Si vous avez les urines claires, vous êtes réhydraté. Si vous avez les urines foncées, vous n'êtes pas réhydraté et vous avez encore plein de toxines à éliminer. D'accord? Donc, vous pouvez très bien avoir, après votre entraînement, vous buvez beaucoup et le soir, vous avez les urines claires. Le lendemain matin, votre corps a continué à produire un peu des toxines, des acides, et à nouveau, vos urines sont sombres, foncées, marron. Et bien là, il faut se réhydrater à nouveau. Le sommeil, c'est un point clé de la récupération qui est trop souvent négligé, les amis. Donc, je me permets de faire quelques rappels essentiels. Je bois un coup, excusez-moi, réhydratation. Premier point, la réparation hormonale et des tissus se fait pendant le sommeil. Donc, si vous manquez de sommeil, vous manquerez de récupération. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les pieds en l'air, prendre de la soupe de grand-mère, l'électrostimulation, tout ce que vous voulez. La réparation hormonale, et vous savez que pendant l'effort, on use pas mal d'hormones, on en consomme énormément, donc il faut la reconstituer, et des tissus se fait pendant le sommeil. Donc, au niveau de la quantité du sommeil, ce que vous devez faire, c'est 1. Observez votre besoin en sommeil. Alors, vous allez me dire, comment, Nicolas? Écoutez, le mieux, c'est que pendant une semaine de vacances, vous essayez de dormir au maximum. Donc, les premiers temps, vous allez être en vrac et tout ça, mais après, au bout d'un moment, vous calculez votre temps de sommeil que vous avez eu quand vous vous réveillez en vacances, sans réveil, sans lumière, sans quoi que ce soit, de vous-même, spontanément. Et là, vous dites, tiens, je me suis couché à 11 heures, je me réveille spontanément à 8 heures, j'ai besoin de 9 heures de sommeil. Voilà. Alors, au début, ça sera peut-être plus au début des vacances. Donc, ne prenez pas ça puisque c'est quelque part, vous rattrapez votre retard de sommeil. D'accord? Sachez qu'en termes de quantité, si vous manque une demi-heure de sommeil par jour, à la fin de la semaine, c'est quasiment une nuit de sommeil qui vous manque. Et à la fin de mois, c'est 4 nuits. Donc, à la fin du mois, vous serez épuisé. Alors, vous tiendrez peut-être par les nerfs, par l'excitation, par les projets, par le sport, par le coca, par le café, par l'alcool, par ce que vous voulez, mais vous manquerez de sommeil. D'accord? Donc, une fois que vous savez votre besoin en sommeil, si certains c'est 6 heures, moi j'ai besoin d'assez peu de sommeil, c'est 6 heures, mais si j'ai que 5 heures de sommeil et que je le cumule, au bout d'un moment, je vais avoir besoin de plus de 6 heures de sommeil. Donc, première chose à observer, c'est savoir son besoin de sommeil et s'arranger pour le programmer. Deuxième chose à observer, c'est vos cycles de sommeil de 1h30.
Observez les heures où vous endormez, hein, même dans la journée, d'un coup, là, paf, vous avez le coup de barre. Quelle heure est-il? Ah, ben c'est 1h30 l'après-midi. Génial. Je calcule mes cycles de 1h30 jusqu'au soir, le lendemain matin, etc. Et je sais sur 24 heures à quelles heures je dois m'endormir et à quelles heures je dois me réveiller. Du coup, vous réglez l'heure de votre coucher 30 minutes avant le cycle. Donc, si par exemple j'ai un cycle à 9 heures du soir, je vais me coucher à 8h30. D'accord? Comme ça, je me pose, je bouquine un peu, j'éteins les lumières et à 9 heures, il y a de grandes chances que je m'endorme. Si je loupe le cycle de 9 heures, parce qu'il y a du monde à la maison, parce que j'ai autre chose à faire, etc., le prochain cycle sera à quelle heure? À 10h30. Ben, il faut que je m'arrange pour qu'à 10h, j'aille me coucher. Sinon, eh bien, je me couche trop tôt. Si mon cycle est à 10h30, je me couche à 10h20, un peu speed, un peu machin, etc. Sauf si je suis complètement épuisé. Mon corps n'a pas, on passe pas de l'agitation au sommeil en une seconde. Donc mon corps n'a pas le temps de descendre et je vais louper le cycle de 10h30 et après tourne-vire dans mon lit pendant 1h30, ben le cycle qui est après de minuit, je le choperai pas non plus. D'accord? Donc programmez votre temps de coucher 30 minutes avant votre cycle d'endormissement. Voilà, vous allez dans votre pièce, vous baissez les lumières, vous mettez dans un pyjama qui est confortable, des draps qui sont bien, etc. Machin. Vous éteignez un peu les lumières, vous mettez une petite bougie ou juste une petite veilleuse pour lire. Vous lisez tranquillement, ou vous faites autre chose, hein, d'accord? Il y a des activités qui endorment, même si on s'agite un peu, et ou discuter avec votre compagne. Enfin bref, voilà. Et là, vous endormez tranquillement. Mais, pardon, excusez-moi. Et le réveil, mettez-le à l'heure du cycle. C'est-à-dire que si le matin j'ai un cycle qui se termine à 7 heures, ben, si je mets mon réveil à 6h30, je vais me réveiller complètement déchenillé. Et si je le mets à 7h30 aussi, je vais avoir du mal dans la journée, etc. Si je le mets à 7 heures, je me réveille frais et dispo. D'accord? Alors, des fois, il y a des heures qui sont, je reconnais, un peu plus compliquées. D'accord? Parce que, eh ben, voilà, mon fils, il commence à 8 heures tous les jours. OK? Manque de peau, il pourrait, son cycle, lui, se finit à 7 heures. Donc, s'il arrivait à se préparer en 1 heure, ça serait génial. Sauf qu'il n'arrive pas à se préparer en 1 heure. Donc, quand il se réveille à 7 heures, il est un peu court en préparation. Donc là, vous voyez, avant, il se réveillait à 6h30, il était complètement fatigué, complet, quoi. Il dit, putain, voilà, j'arrive pas, machin. Et du coup, il mettait du temps. J'ai dit, écoute, on a calculé ces cycles. Je dis, mets ton réveil à 7 heures et tu vas voir si, en prenant tout de suite ta douche, tu n'arrives pas mieux à te réveiller. Et bon, bah, tu essaies de te mobiliser, de préparer tes affaires, etc. Il se réveille beaucoup mieux, dans la journée, il est beaucoup mieux, beaucoup plus attentif, beaucoup plus concentré, moins nerveux, etc. Au niveau de la qualité du sommeil, eh bien, d'abord, ce qui prime, c'est la qualité de la literie. Votre matelas, votre oreiller, vos draps, d'accord? Vos draps changés régulièrement, à peu près toutes les semaines, les oreillers tous les 3-4 ans, le matelas tous les 10 ans, pour avoir une bonne literie. Si vous avez une bonne literie, vous pouvez bien dormir. Adoucir les lumières 1 heure avant, d'accord? C'est-à-dire commencer à baisser les lumières, éteignez les écrans en fonction de vos heures de cycle, d'accord? Allumez des bougies, et vous allez voir que vous allez sécréter de la mélatonine, d'accord? C'est-à-dire l'hormone de l'endormissement. Vous allez avoir un réveil, un sommeil de bien meilleure qualité, bien plus réparateur, et vous endormir plus facilement. Dormir dans le noir total et le silence, d'accord? Arrangez-vous, boule qui est, vous tuez votre voisin ou votre enfant qui piaille, machin, mais vous devez dormir dans le silence. Pas de télévision, pas de bruit, pas de machin. Ça aide les gens qui sont nerveux à s'endormir parce que ça occupe leur esprit. Mais le problème, c'est que leur sommeil n'est pas de bonne qualité. Donc, on rentre dans un cycle terrible. D'accord? Quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou d'agrumes, hein, orange, citron, pamplemousse, etc., dans la chambre, sur un petit mouchoir. Vous mettez ça, vous laissez évaporer. Et comme par hasard, ça aide à se relâcher, se détendre et mieux dormir. Aérer la pièce, c'est essentiel. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une pollution à l'intérieur de votre maison, la plupart du temps, est plus polluée que le périphérique parisien. Et oui, les linos, les parquets, les carrelages, tout un tas de trucs, etc. Et donc, ça atténue, ça joue sur notre système hormonal, ça joue sur notre système nerveux. Donc, si vous avez la possibilité en été, aérer la pièce toute la nuit, c'est plus sain et vous dormirez mieux.
et au moins en hiver, au moins 10 minutes par jour. Ensuite, la récupération passive. Qu'est-ce que c'est la récupération passive? C'est ne rien faire, tout simplement. D'accord? Donc, c'est très recommandé pendant les périodes de courbatures, qui sont des micro-déchirures. Vous avez des courbatures, ne faites rien. Quand vous bougez, c'est comme si vous avez des petites blessures dans les muscles, vous accentuez ces blessures. D'accord? Très intéressante aussi pour se ressourcer, se faire du bien physiquement et mentalement. D'accord? Permet de surcompenser de manière efficace. Donc, vous avez vu dans les mois précédents la surcompensation. Je fais un effort intense. Si je me donne un temps de récupération suffisant, je peux faire un effort intense à un niveau supérieur. Donc, très, très, très efficace. Peut être dur psychologiquement juste avant une compétition. Donc, il faut savoir s'y préparer justement à faire la récupération passive pendant vos périodes de PMA. Jusqu'à 4 jours, sachez qu'il y a peu de pertes de performance. D'accord? Alors, on ne va pas faire ça tout le temps, mais si un jour vous avez vraiment une grosse fatigue, prenez-vous 4 jours de récupération, vous ne perdrez aucune performance et vous allez mieux récupérer, donc surcompenser. La glace est une forme de récupération qui accélère la récupération passive. D'accord? Alors, la glace, comment? Soit directement sur les muscles, soit dans le cou, derrière sur la nuque, soit sous les fesses, d'accord? Donc, ce sont des choses qui améliorent la récupération parce que ça stimule l'organisme, la sécrétion hormonale, la circulation sanguine, donc ça améliore la récupération. Et bien sûr, la contention sont également des éléments qui améliorent la récupération passive. La récupération active, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça permet d'éliminer les déchets encore présents au cœur du muscle. D'accord? Donc, des fois, on peut avoir un petit peu sans vraiment avoir des courbatures, mais sentir un peu de fatigue, etc. Eh bien, là, c'est très bien de faire une récupération active qui va nous permettre d'éliminer ces déchets qui sont restés bloqués dans les muscles. Clairement, c'est de l'acide lactique qui est une sorte de gel et qui reste bloqué dans les muscles. Il augmente l'afflux sanguin dans les tissus sollicités et donc ça permet une récupération plus rapide. Comment on fait ça? Une faible intensité pendant une faible durée, 1 à 2 heures, d'accord, à faible intensité musculaire et cardiaque. C'est idéal pour revivre mentalement une course et la débriefer. Par exemple, le lendemain d'une course, vous pouvez refaire une petite récupération active en vous remémorant la course, parce que comme vous êtes sur votre vélo, eh bien, vous arrivez à vous remémorer plus de choses et à dire voilà ce qui s'est passé. C'est ce que j'appelle la méthode Miguel Martinez, champion olympique de VTT, qui faisait ça avec son père après chaque course. Vous pouvez le faire en vélo, mais aussi dans les autres sports, c'est très intéressant parce que comme c'est pas exactement le même mouvement, ça va vous permettre d'aller solliciter des fibres musculaires qu'on ne sollicite qu'en effort extrême et qu'en vélo, il vous faudrait faire un effort pendant 2 ou 3 heures ou un effort extrême pour arriver à le mobiliser. Mais si vous faites un autre sport, ça sollicite les muscles différemment et c'est intéressant. Psychologiquement, c'est aussi intéressant. L'électrostimulation, donc ce mois-ci, si vous avez un électrostimulateur, ne le jetez pas, voilà, parce que vous ne faites pas de la force, mais vous pouvez le faire de la récupération par électrostimulation, c'est très efficace.